27 février 1991. L'armée américaine vient d'infliger une défaite sanglante à l'Irak, qui avait envahi le Koweït 7 mois plus tôt. En s'imposant comme le grand vainqueur dans cette première guerre du Golfe, Washington ne se doute pas qu'il s'apprête à déclencher en Iran un processus qui va, une nouvelle fois, bouleverser tout le Moyen-Orient. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Pour le président George Bush Senior, la libération du Koweït n'est qu'une première étape d'une politique beaucoup plus ambitieuse. Il veut bâtir un nouveau Moyen-Orient. Républicain modéré, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, directeur de la CIA puis vice-président des États-Unis, il est le chef d'État le plus puissant d'un monde devenu unipolaire avec la chute du mur de Berlin et la décomposition de l'espace soviétique. Avec cette victoire en Irak, il veut maintenant que le Golfe Persique, une région plus que jamais stratégique pour ses richesses pétrolières, soit plus sûre pour les intérêts américains. Mais pour atteindre cet objectif, Bush doit s'efforcer de résoudre le conflit israélo-palestinien qui menace la stabilité de tout le Moyen-Orient. La conférence de paix qu'il inaugure à Madrid lance ce processus. Le but de Madrid, casser le tabou de l'impossible dialogue direct entre Israël et les Arabes. C'était l'objectif. Donc on a mis en place des discussions bilatérales entre Israéliens et une délégation jordano-palestinienne. Israël et la Syrie, Israël et le Liban. On a aussi établi une discussion multilatérale pour approfondir les relations entre Israël et les Arabes. Pour imposer sa Pax Americana sur le Golfe, le président Bush a convié tous ceux qui sont susceptibles d'exercer une influence sur le conflit israélo-arabe. Européens, soviétiques, dirigeants du Maghreb et du Moyen-Orient, ils sont tous là. Tous. Seul un pays manque à l'appel, la République islamique d'Iran. La véritable raison pour laquelle l'Iran n'a pas été invité à cette conférence, c'est le traumatisme de la crise des otages. C'est toujours à vif. La haine envers l'Iran pour la crise des otages de 1979, c'est en toile de fond de la politique américaine. Personne ne peut imaginer à quel point. Tout le monde ne pense qu'à ça dès qu'on parle de l'Iran. À l'époque, on voulait que cette conférence soit la plus universelle possible. Mais je ne me souviens pas qu'on ait eu la moindre idée d'inviter les Iraniens. Les États-Unis, la seule superpuissance, était le grand Satan. Et cette conférence était censée permettre de faire la paix avec le petit Satan, avec Israël. Donc je pense que l'Iran était fondamentalement opposé à l'idée même de cette conférence et ne s'était pas soucié du fait qu'on ne les avait pas impliqués dans cet événement. À Téhéran, les nouveaux dirigeants iraniens n'acceptent pas cette mise au ban de leur pays. Depuis la mort de Khomeini en 1989, deux figures de la révolution islamique dirigent le pays. L'ayatollah Ali Khamenei est le nouveau guide suprême. Disciple fidèle de son prédécesseur, il incarne une ligne intransigeante. Hachemi Rafsanjani occupe la présidence de la République. Homme d'affaires très fortuné, lui aussi était très proche de l'ancien guide. C'est un pragmatique, un réaliste. Tous deux ont opté pour une neutralité bienveillante à l'égard des Américains lors de la guerre du Golfe. Les Iraniens ont aidé les États-Unis contre Saddam Hussein au cours de cette guerre. Ils ont ouvert un canal de communication avec eux et leur ont permis d'utiliser leur espace aérien. Les Iraniens ont ainsi soutenu avec discrétion les USA. Et ils ont pensé qu'après la guerre, ils en seraient remerciés et que cela passerait par leur inclusion dans le système.
Surtout, la République islamique a alors un besoin vital de sortir de son isolement. Le pays est ruiné, ravagé. Il sort d'une interminable guerre contre l'Irak entre 1980 et 1988. Une guerre dévastatrice. 500 000 morts. Une guerre qui constitue un véritable traumatisme. Le régime a failli disparaître. Sa pérennité passera désormais par la protection des frontières, bien sûr, mais aussi par la modernisation du pays. La priorité de Rafsanjani était de reconstruire. Car il pensait, et je pense qu'il avait raison, que le plus important était de reconstruire l'économie qui était ravagée. Donc, il a commencé à normaliser les relations avec qui il pouvait. Il a commencé à parler de normaliser les relations avec les États-Unis. À l'époque, il y avait deux écoles de pensée en Iran. La première disait de ne pas faire confiance aux Américains. Ce sont des tricheurs, des menteurs. Ils vous tromperont. Selon la seconde, celle de Rafsanjani, on n'a rien à perdre. On montre sa bonne volonté, et si cela ne mène à rien, tout le monde verra bien que ce sont les Américains les coupables, et pas les Iraniens. Pour les dirigeants iraniens, cette affaire de Madrid semble bien la preuve que les Américains ne veulent pas renouer. Cette Pax Americana, basée sur la réconciliation israélo-arabe, serait-elle donc aussi et surtout dirigée contre eux et leurs intérêts? Je pense que la conclusion à laquelle ils sont arrivés concernant Madrid, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils n'aient jamais eu confiance dans ce pays. Non, la conclusion pour eux, c'est que s'ils ne perturbent pas le jeu, ils seront ignorés. S'ils se montrent capables de créer suffisamment de problèmes, alors les USA devront traiter avec eux. و منطقه را برای دیگران امن نگه داشت. نخیر، این خواب و خیالی بیش نیست. L'ayatollah Khamenei décide donc de réagir. 2 semaines avant Madrid, il organise sa propre conférence consacrée au soutien à la Palestine. Une conférence dont la philosophie et le programme s'opposent radicalement au projet américain. The Tehran conference is aimed at finding ways of bolstering the Palestinian armed struggle. For the Iranians and Muslim delegates who have converged here from around the world believe that Palestinians will only win their rights by fighting for them. Le guide suprême réussit à réunir les représentants d'une 60aine de mouvements issus d'horizons idéologiques ou religieux très variés. Il y a des révolutionnaires, des nationalistes et des islamistes. Tous affichent leur refus de la domination américaine sur le Moyen-Orient, leur refus de l'occupation de la Palestine, leur refus de l'État d'Israël. Nous avons constaté que le Hamas et le Djihad islamique étaient les organisations les plus motivées pour maintenir la lutte et la résistance contre Israël. Nous savions que la libération de la Palestine ne se fera que par la résistance. Les négociations, les compromis ne mèneront pas à la libération, mais à la confiscation d'une grande partie des terres palestiniennes. On a donc commencé à soutenir le Hamas et le Djihad islamique. C'est ici, dans les couloirs de cette conférence, que les liens étroits entre le Hezbollah libanais et les islamistes palestiniens du Hamas et du Djihad islamique commencent à se tisser pour former ce qu'on appellera plus tard à Téhéran l'axe de la résistance. Cet axe va devenir très vite une cible pour les États-Unis et Israël.
La communauté chiite de la banlieue sud de la capitale libanaise est en deuil. Ils sont au moins 50 000 à pleurer la mort de leur leader. Le cheikh Abbas Moussaoui, le secrétaire général du Hezbollah, une des figures de la récente conférence de Téhéran, est mort la veille avec sa femme et son fils, tués par l'armée israélienne. Jamais l'État hébreu n'avait éliminé un dirigeant de ce niveau au sein de l'organisation chiite. There's no question that our capacity to defend ourselves and their capacity to attack us have changed dramatically. We will be able to defend ourselves better. They will be able to hit us not as effectively because the organizing brain has been removed. Que s'est-il passé? Confronté début 1992 à l'enlèvement de ses soldats au sud Liban, Israël décide de kidnapper des personnalités du Hezbollah pour effectuer des échanges de prisonniers. Le cheikh Moussaoui est une cible de choix. Le 16 février, les renseignements militaires sont informés que le leader chiite doit se rendre en voiture dans un village du sud du Liban pour assister à une cérémonie. Il décide de le faire suivre par des drones de surveillance. Il vient dans le village, nous collectons toutes les informations. Et comme ça, nous savons exactement avec combien de voitures il voyage, la distance entre chaque voiture, qui est avec lui. En début d'après-midi ce 16 février, Moussaoui arrive comme prévu à la cérémonie. Il ne se doute pas que chacun de ses déplacements, ses moindres gestes sont observés en direct par les services israéliens. On voit qu'on détient des renseignements de haut niveau et qu'on peut dès lors atteindre notre objectif, Moussaoui. Inutile d'attendre 3 ou 4 mois. Et je propose ça au chef d'état-major. Plutôt qu'un kidnapping, Ouri Saghi prône de supprimer Moussaoui. Une pareille occasion ne se présentera sans doute pas avant longtemps. C'est maintenant qu'il faut frapper. Un hélicoptère décolle avec l'ordre de tuer le leader chiite dès qu'il aura quitté la cérémonie. Le Premier ministre Shamir dormait. Il dormait l'après-midi. Il ne savait rien. 2 minutes avant, on lui dit « On va tuer quelqu'un ». Il demande « C'est un enfoiré ?» « Oui, c'est un enfoiré. » Alors, pas de problème. Peu avant 16 heures, la Mercedes de Moussaoui est en flammes. Le cheikh, sa femme et son fils sont tués sur le coup. L'armée israélienne semble avoir pris l'avantage sur le Hezbollah. En termes de renseignement, cette histoire est vraiment une réussite. Mais d'un point de vue stratégique, c'est une catastrophe. Une telle décision, il n'y a pas de mots. Vraiment, c'est en fait assez pathétique. Avant son élimination, il n'y a pas eu de débat. Rien. Faut-il ou non le faire? Pour quelles conséquences? Tout le monde a donné son accord. Mais personne n'a pensé aux conséquences de cette action. Je leur ai dit, écoutez, il se peut qu'il y ait un attentat à l'étranger. Il peut y avoir des conséquences. On me dit, non, 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 non. Un mois plus tard, le 17 mars 1992, une voiture piégée explose devant l'ambassade d'Israël en Argentine. Bilan, 28 morts et 250 blessés. Le djihad islamique revendique l'attentat. Mais en Israël, beaucoup y voient une réponse directe du Hezbollah et de Téhéran à l'élimination de Moussaoui.
Tout cela a éveillé des doutes en moi. Je ne veux pas parler pour les autres. Est-ce que j'étais bien conscient? Est-ce que j'avais bien évalué le rapport bénéfice-risque? L'élimination de Moussaoui face aux dizaines de Juifs tués en Argentine. Peut-être que le diable chiite est devenu encore plus terrible. Ne nous y trompons pas, ils ne veulent pas la paix. Mais parfois, tu peux accélérer des processus alors que tu ne le veux pas. Parce que cela a déterminé quelque chose. Cela a initié quelque chose de nouveau dans nos relations avec le Hezbollah et dans nos relations avec l'Iran. Car on avait touché directement l'Iran, en fait. Les services de renseignement israéliens apprennent que la situation pourrait s'aggraver encore bien davantage. En plus de l'utilisation du Hezbollah, l'Iran a aussi le projet de développer un armement nucléaire. Si Israël ne réagit pas, c'est l'existence même du pays qui risque d'être en jeu, tout simplement. C'est Israël qui, le premier, dès les années 90, a découvert que l'Iran voulait développer l'arme nucléaire. Tout ça prend forme à cette époque. Nous étions les premiers. Les renseignements américains ont mis ensuite 2 ans à se mettre au niveau alors qu'on avait des preuves. Puis les Européens ont compris, mais seulement dans les années 2000. Un homme est bien décidé à déjouer cette menace. Cet homme, c'est le nouveau Premier ministre Yitzhak Rabin. Lorsqu'il accède au pouvoir en juin 1992, quelques semaines après l'attentat en Argentine, il fait déjà partie de l'histoire d'Israël. Né dans la Palestine du mandat britannique, Rabin participe à la guerre d'indépendance en 1948. Devenu général, il est le grand vainqueur de la guerre des 6 jours de juin 67. Cette guerre, qui a permis à l'État hébreu de mettre la main sur Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan. Face à la perspective d'une bombe iranienne, Rabin opère une révolution stratégique. Il faut s'entendre avec les Palestiniens. Si les Palestiniens se tiennent tranquilles, Israël disposera de moyens supplémentaires pour se protéger de l'Iran. Il s'est rendu compte que pour s'opposer à cela, il devait réduire considérablement le niveau d'instabilité et de violence dans la région. Et cela passait par une initiative israélo-palestinienne. Ce n'est pas par amour des Palestiniens. Il n'a pas proposé cela avec le désir de leur donner plus de territoire. Il a compris que c'était cela qui garantirait l'existence, l'identité et la sécurité de l'État d'Israël. Rabin a dit, pas nous les renseignements, hein. Lui, il a dit, il faut qu'on se presse pour arriver à un accord de paix avec les pays arabes et qu'on avance sur le dossier palestinien avant que les Iraniens ne détiennent la bombe. L'image devient immédiatement historique. Rabin, l'ancien chef de guerre, accepte de conclure, après des mois de négociations secrètes, les accords d'Oslo, à la Maison-Blanche, avec l'homme qu'il a toujours qualifié de terroriste, Yasser Arafat, le leader de l'OLP. Pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, un véritable processus de paix va s'engager entre Israéliens et Palestiniens. The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together on a bold journey. Together, today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace. En serrant la main d'Arafat, Rabin pense donc aussi et surtout à l'Iran, dont il pourra mieux se protéger maintenant qu'une paix avec les Palestiniens devient envisageable. Mais 3 semaines plus tard,
un bus explose près d'une colonie israélienne en Cisjordanie. Responsable, le Hamas. Puis c'est au tour d'un colon israélien de commettre un massacre à Hébron. En Israël, comme dans les territoires occupés, les drames se succèdent. Les extrémistes de tous bords font tout pour mettre en échec le processus de paix. Pour Téhéran, c'est une aubaine. Il est temps de revenir dans le jeu et de mettre en échec la stratégie d'Israël. L'Iran n'a jamais été favorable au processus de paix. Je vous le dis honnêtement et sincèrement. Depuis le premier jour, l'Iran considère qu'Israël ment et n'est pas prêt à accorder des droits aux Palestiniens. L'Iran a toujours pensé à 100% que ce processus, dès son premier jour, n'a été qu'une manœuvre pour briser les rêves des Palestiniens. Et les rêves et les droits des Palestiniens, l'Iran ne les abandonnera jamais. Surtout, pour Khamenei, la réussite des accords d'Oslo signifierait la victoire d'un ordre régional dominé par les États-Unis et Israël, enfin débarrassé de la question palestinienne. Un ordre régional qui ferait de l'Iran un acteur secondaire. Alors pour mieux imposer son pays au centre de l'échiquier, le guide suprême a décidé que l'alliance scellée lors de la conférence de Téhéran d'octobre 91 doit se traduire en actes. Il intensifie donc le soutien aux mouvements islamistes palestiniens, le Hamas et le djihad islamique. Les Iraniens soutiennent tous ceux qui sont contre nous. Nous voyons cette influence dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie. C'est un soutien en coulisses en termes financiers, politiques, sociaux, jusqu'aux munitions utilisées dans les attentats. On savait qu'à des moments cruciaux du processus d'Oslo, les Iraniens encourageaient, poussaient à des attaques à la bombe contre les Israéliens. On le savait. On avait des informations selon lesquelles ils promettaient au Hamas et au djihad islamique que s'ils tuaient encore plus d'Israéliens, ils leur donneraient plus d'argent, et encore plus d'argent s'ils en tuaient encore plus. Iran is responsible, with the other extreme Islamic groups, for the setup of international terror. And in addition, Iran tries to build military capability, conventional and non-conventional. The specter of an Iran armed with weapons of mass destruction and the missiles to deliver them haunts not only Israel, but the entire Middle East, and ultimately all the rest of us as well. The United States, and I believe all the Western nations, have an overriding interest in containing the threat posed by Iran. Et pour empêcher l'Iran de financer le terrorisme et de développer son armement nucléaire, Washington met en place des premières sanctions économiques, prélude à un embargo total. Objectif, mettre à genoux le pays, l'isoler pour le rendre inoffensif. Pourtant, ce n'est pas de Téhéran que va venir le drame qui va bientôt frapper les États-Unis au cœur. Un drame dont la portée symbolique et politique va ouvrir une nouvelle ère pour tout le Moyen-Orient. C'est la plus meurtrière et spectaculaire attaque de l'histoire du terrorisme.
Avec près de 3000 victimes, les États-Unis découvrent, stupéfaits, que le véritable ennemi n'est peut-être pas l'islamisme chiite de l'Iran et du Hezbollah, mais plutôt le radicalisme sunnite, incarné par Al-Qaïda et son leader, le chef saoudien Oussama Ben Laden. Le président George Bush Jr., élu l'année précédente, doit réagir. We will not only deal with those who dare attack America, we will deal with those who harbor them and feed them and house them. Make no mistake about it. Underneath our tears is the strong determination of America to win this war. And we will win it. Dénué de toute expérience internationale, chrétien évangélique fervent, le président s'est entouré de néoconservateurs comme Dick Cheney, vice-président, ou Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. Selon eux, les États-Unis ont une mission: défendre les valeurs américaines, être prêts à intervenir partout dans le monde quand cela est nécessaire. Le 11 septembre agit comme un signal d'alarme, un appel à agir. Je crois que le reste du monde, et beaucoup aussi aux États-Unis, ont sous-estimé combien le 11 septembre a été traumatique. Un immense traumatisme. Pour le gouvernement, cela a été un choc énorme. Et si ce drame a pu être possible, alors n'importe quoi d'autre peut arriver. Avec le 11 septembre, Bush a eu besoin de trouver sa propre voie, de trouver sa mission. Maintenant, il savait pourquoi il avait été élu. Le président définit l'objectif: renverser le régime taliban en Afghanistan qui a accueilli, soutenu et financé Al-Qaïda depuis des années. Colin Powell, à la tête de la diplomatie américaine, doit préparer le terrain avant l'offensive. Lui, l'ancien chef d'état-major lors de la première guerre du Golfe, ne fait pas partie des néoconservateurs. Il comprend que son pays va devoir agir avec l'aide d'un partenaire très inattendu. Colin Powell, le secrétaire d'État, m'a demandé de travailler avec les groupes afghans d'opposition pour former un gouvernement qui succéderait aux talibans. J'ai compris qu'il fallait que je prenne contact avec les pays qui soutenaient l'opposition afghane. Il était clair pour moi qu'il fallait que je parle à l'Iran. C'était ma responsabilité. Colin Powell était d'accord. L'Iran. Solliciter l'aide de Téhéran, l'ennemi des États-Unis. C'est que la République islamique, en plus de partager près de 1000 km de frontières avec l'Afghanistan, est l'allié idéal pour abattre le régime taliban. Les talibans sont un groupe extrémiste anti-chiite, donc anti-iranien. Ils ont massacré les Hazaras, une minorité chiite en Afghanistan. Les Iraniens eux-mêmes avaient failli attaquer l'Afghanistan en 1998, après que les talibans ont détruit leur consulat à Mazar-e-Sharif et massacré 10 diplomates iraniens et un journaliste. Donc les Iraniens avaient développé une hostilité, une haine profonde envers les talibans. Nos intérêts coïncidaient. Ce n'est pas qu'ils avaient besoin de coopérer, mais ils allaient coopérer pour la raison évidente que nous partagions des intérêts communs. Les premiers bombardements américains s'abattent sur l'Afghanistan le 7 octobre 2001. L'opération Liberté immuable vient de débuter.
Un mois plus tard, l'Alliance du Nord, la principale coalition d'opposition aux talibans, prend Kaboul avec l'aide des troupes américaines soutenues et appuyées par l'Iran. Les Américains sont entrés en Afghanistan uniquement grâce au soutien des gardiens de la Révolution et au fait que tous les groupes de l'Alliance du Nord œuvraient avec les gardiens de la Révolution. Mais l'administration Bush ne veut y voir qu'un fait secondaire. La défaite des talibans est d'abord et avant tout la démonstration de la toute-puissance de l'armée américaine. Maintenant, il est urgent de bâtir l'Afghanistan de demain. Début décembre 2001, une conférence internationale s'ouvre à Bonn, réunissant toutes les factions afghanes. Washington est à la manœuvre. The main issue is an interim administration and how to distribute the portfolios within that among the various groups, geographically, ethnically, etc. I mean, this is a tough issue, like building any coalition is. Là encore, Téhéran entend jouer un rôle central. C'est Mohammad Zarif, le délégué iranien, qui va obtenir des factions afghanes un compromis pour la mise en place d'un gouvernement intérimaire, ainsi que l'adoption d'une déclaration finale. Je lisais le document et Zarif a dit qu'il pensait que c'était un bon document, mais qu'il manquait deux éléments. Il a dit d'abord, il n'y a pas de mention à la démocratie et aux élections libres. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait engager les Afghans à adopter un gouvernement démocratique? J'étais bien sûr d'accord. Et Zarif a dit, bien, il n'y a pas de référence au terrorisme international. Là encore, c'était un ajout auquel je n'avais pas d'objection. J'ai été d'accord. Et j'ai vu Zarif avec une certaine lueur dans les yeux. Il était sans doute sincère dans ses propositions, mais cela l'amusait aussi que ses références à la démocratie et la lutte contre le terrorisme viennent de l'Iran et non pas des États-Unis. Les Iraniens jubilent. 10 ans après leur mise au banc de la conférence de Madrid, c'est une belle revanche. La preuve qu'ils peuvent jouer un rôle stabilisateur sur la scène internationale si on leur en laisse l'occasion. La preuve qu'ils ne méritent pas les sanctions qui pèsent sur leur économie. Les Iraniens m'ont confié qu'ils étaient intéressés à un dialogue plus large. Je leur ai dit que je n'étais autorisé à négocier que sur l'Afghanistan, mais que je transmettrais le message. Le message n'ira nulle part. Dans cette Amérique post-11 septembre, l'avantage est aux néoconservateurs, c'est-à-dire au vice-président Cheney et au secrétaire à la défense Rumsfeld, pour qui cette collaboration avec l'Iran n'est que tactique, donc provisoire. Dick Cheney et Don Rumsfeld ont mis la main sur le processus. À chaque fois que l'Iran était à l'ordre du jour du Conseil national de sécurité, Dick Cheney s'assurait que le système dysfonctionne afin qu'il n'y ait pas de discussion sur l'Iran. Il n'y en a jamais eu. Les décisions étaient donc prises par défaut. On ne parle pas au diable. C'est ce que disait Dick Cheney. Mr. Speaker, the President of the United States. Et le diable, c'est donc l'Iran. Mais c'est aussi la Corée du Nord. Et surtout l'Irak de Saddam Hussein. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
Avec ce discours sur l'axe du mal, Bush ferme donc définitivement la porte à tout rapprochement avec l'Iran. Telle est la nouvelle politique étrangère qu'il entend imposer au Moyen-Orient. La guerre contre la terreur est le nouveau mantra. Il s'agit de changer par la force les régimes qui ne lui sont pas favorables pour les remplacer par des pouvoirs qui lui sont acquis. Il y a une ironie ici. Le terrorisme est un instrument, un moyen, pas une idéologie. Il se peut qu'une idéologie utilise le terrorisme. Et donc on peut entrer en guerre contre cette idéologie. Mais faire la guerre au terrorisme, ça n'a aucun sens. Alors le gouvernement a résolu cela en disant que c'est une guerre contre ceux qui soutiennent le terrorisme. Bush a dit qu'il ne ferait pas de distinction entre ceux qui commettent des actes terroristes et ceux qui les aident. On commence avec l'Irak, puis la Syrie, puis l'Iran, éventuellement le Liban et l'Égypte. Toute la région devait être en pleine instabilité pour empêcher Arabes et Perses de s'unir et donc d'attaquer Israël. Donc tout cela, tout ce chaos, devait garantir la sécurité d'Israël, ce qui est assez contre-intuitif si on y pense sérieusement. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Je l'ai entendu si souvent lors des briefings, ils voulaient ce chaos. Ainsi, le 1er mai 2003, l'objectif initial est atteint. En écrasant le régime de Saddam Hussein, Bush fils met un point final à la campagne initiée par son père en 1991, lors de la première guerre du Golfe. Il peut exulter au milieu de ses soldats. Rien ne semble pouvoir lui résister. Honnêtement, quand les USA ont envahi l'Afghanistan, puis l'Irak, avec le faux argument de la présence d'armes de destruction massive en Irak, et en mentant sur les liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, les Iraniens se sont dit que les Américains allaient essayer de déstabiliser l'Iran, ou même de l'envahir. Donc, depuis l'invasion de l'Irak, l'Iran se préparait à une invasion, à une attaque américaine, ou à toute forme de conflit en tout cas. Trois jours après la victoire américaine en Irak, Téhéran prend une initiative stupéfiante. Une initiative qui pourrait bien tout changer au Moyen-Orient. Il s'agit d'un fax parvenu au département d'État à Washington grâce à un intermédiaire, Tim Guldiman. C'est l'ambassadeur suisse à Téhéran. Il représente les intérêts des États-Unis en Iran depuis la fermeture de leur ambassade en 1979. Le document est à peine croyable. Il propose d'ouvrir la discussion sur les liens avec le Hamas et le djihad islamique, le désarmement du Hezbollah, les armes de destruction massive, en échange de la levée des sanctions, de la reconnaissance de son rôle dans la région, de l'accès aux technologies occidentales, notamment le nucléaire civil. Alors à Washington, on s'interroge. Pourquoi le guide suprême, si inflexible, soutiendrait-il une telle démarche ? Je crois que certains, au cœur du système iranien, étaient arrivés à la conclusion que les petits pas n'avaient mené à rien. La seule façon de débloquer la situation était de proposer une offre globale. Et ils avaient passé beaucoup de temps à réfléchir, à tester des idées et définir les propositions politiques de Téhéran. Mais au département d'État, là même où s'est nouée la collaboration avec l'Iran sur l'Afghanistan, personne ne veut croire au sérieux du document transmis par le diplomate suisse.
Je me souviens de ce fax. Le secrétaire d'État Powell et moi, on en a eu une copie et on en a parlé. Notre point de vue, c'était que l'ambassadeur suisse qui défendait nos intérêts à Téhéran était connu comme quelqu'un d'un peu trop optimiste sur sa capacité à régler ce genre de problème. Bref, nous étions assez sceptiques concernant cette affaire. Je crois qu'il y avait aussi le fait que l'hubris des États-Unis était alors à son sommet. Ils venaient juste d'écraser les talibans, puis Saddam Hussein. Donc, maintenant, faisons de l'Irak une démocratie et le régime iranien va s'effondrer ou nous faire une offre encore meilleure. Il y avait l'idée que la marge de manœuvre ne cessait d'augmenter et donc il n'y avait pas d'urgence. La politique américaine à l'égard de l'Iran est et a toujours été d'une grande continuité. À chaque fois que l'Iran est venu en aide aux États-Unis, leur réponse a été de nous lancer une grande gifle. Donc, l'impact en Iran a été particulier. Certains ont été choqués, certains non, et d'autres pas étonnés. Mais en fin de compte, tout le monde est d'accord sur le fait que l'Amérique est hypocrite, perfide et cherche à nous tromper. Après l'exclusion de la conférence de Madrid et le discours sur l'axe du mal, pour Téhéran, ce nouveau refus d'engager le dialogue est bien la preuve que Washington est toujours sur la même ligne, celle d'un changement du régime en Iran. Alors, pour protéger la République islamique, l'ayatollah Khamenei prend une décision radicale. Il décide d'accélérer le programme d'enrichissement d'uranium dans des proportions jamais encore atteintes et acquérir dès que possible la bombe nucléaire. Today, I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world, and I hope that you enjoy this special time of year with friends and family. Un homme a décidé de changer l'équation des relations entre son pays et l'Iran. À peine 3 mois après son entrée en fonction, Barack Obama s'adresse directement à l'Iran pour le Nouvel An perse. C'est une première dans l'histoire des deux pays. We know that you are a great civilization, and your accomplishments have earned the respect of the United States and the world. Le nouveau président est l'antithèse de son prédécesseur. Démocrate convaincu, opposé à l'invasion de l'Irak en 2003, il croit au multilatéralisme, à la force de la diplomatie pour empêcher l'Iran d'acquérir un armement nucléaire. Et éviter qu'Israël soit tenté d'attaquer Téhéran. Ce serait alors tout le Moyen-Orient qui sombrerait dans le chaos. Le président a accordé une priorité absolue à l'Iran. C'était d'intérêt national. Si l'Iran avait la bombe, c'était un danger pour la région, l'Europe, même les États-Unis. On voulait fournir à l'Iran une porte de sortie et une possibilité de revenir à un respect des règles que tout le monde appliquait, mais pas l'Iran. Et la diplomatie faisait partie de la stratégie. Elle n'était pas le seul élément, c'était une stratégie multidimensionnelle avec plusieurs formes de pression et qui comportait un volet militaire. Dès le début de son mandat, le président Obama était clair. Il était prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il a souvent utilisé cette phrase « Toutes les options sont sur la table ». Cela signifiait qu'il était prêt à utiliser la force militaire pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Mais Benyamin Netanyahou ne croit pas à l'option militaire d'Obama en cas d'échec des négociations. À ses yeux, le président américain ignore tout du Moyen-Orient, alors que lui est un dirigeant expérimenté. Issu d'un milieu sioniste très conservateur, ancien responsable d'un commando d'élite, il a déjà dirigé le pays 10 ans plus tôt, avec toujours la même ligne de conduite,
ne jamais transiger sur la sécurité d'Israël. Il s'affirme prêt à détruire les installations d'enrichissement d'uranium en Iran sans l'accord de Washington. Israël pouvait agir sans l'aval des États-Unis. Ils n'ont jamais dissimulé leur opposition à une opération comme celle-là. Ils la trouvaient néfaste. Mais je me souviens de discussions avec Bush et Obama entre quatre yeux ou avec leurs conseillers en sécurité qui prenaient quelques notes. Je leur ai clairement dit, quand nous arrivons à un stade critique pour la sécurité et l'avenir de l'État d'Israël et pour celui du peuple juif, nous n'allons pas déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre, ni même à nos plus proches alliés que vous êtes. Nous n'allons pas vous donner cela. Nous allons prendre en toute souveraineté une décision selon nos propres considérations. Pour Netanyahou et Ehud Barak, l'intervention militaire est donc la seule façon d'empêcher l'Iran d'acquérir la bombe. Mais avant d'agir, ils doivent obtenir l'accord des principaux ministres et des plus hauts responsables de l'armée et du renseignement. Pour être légitime, cette décision historique d'attaquer l'Iran doit réunir un large consensus. C'est impératif. Je pensais que l'option militaire n'était pas la bonne, pas parce qu'il était techniquement impossible de le faire, mais parce qu'il n'y avait pas de consensus américain. Il n'y avait pas leur soutien. Même si on parvenait à détruire certaines installations, cela ne résoudrait pas le problème. Cela ne ferait que démanteler la coalition mise en place par Obama. Israël n'avait pas la capacité d'éliminer cette menace totalement. On pouvait retarder le processus, l'affaiblir, mais parfois ça peut être pire, je l'ai déjà dit. On accélère quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Minoritaires, les deux leaders israéliens ne peuvent passer à l'action. Obama n'est pas rassuré pour autant. S'il veut obtenir un accord avec l'Iran avant que Netanyahou ne parvienne à convaincre son cabinet de le suivre sur la voie de la guerre, il doit reprendre la main. Fin 2012, il engage dans le plus grand secret des négociations directes avec l'Iran. Réunions confidentielles et rencontres publiques se succèdent. Un accord se rapproche. Alors le 3 mars 2015, Netanyahou tente une ultime manœuvre pour faire échouer le processus. Il se rend à Washington devant le Congrès où il se livre à une véritable charge contre la politique de son plus fidèle allié, du jamais vu dans l'histoire des relations entre les deux pays. Ladies and gentlemen, I've come here today to tell you we don't have to bet the security of the world on the hope that Iran will change for the better. We don't have to gamble with our future and with our children's future. So this deal won't change Iran for the better. It will only change the Middle East for the worse. Nous étions physiquement avec les Iraniens et nous avons regardé le discours avec des membres de la délégation iranienne. Je ne dis pas que c'était devenu le sujet premier de nos 4 jours de discussion, mais on en a bien sûr beaucoup parlé, de cette opposition d'Israël à l'accord. Le fait est que le Premier ministre Netanyahou a le droit de critiquer et dire publiquement qu'il n'est pas d'accord. Mais venir dans le temple de la politique américaine et s'exprimer de cette façon était assez extraordinaire. Mais la manœuvre du leader israélien tourne court. Son discours ne change rien. Obama remporte la partie. 4 mois plus tard, le 14 juillet 2015, l'accord sur le nucléaire est signé. Téhéran est représenté par son ministre des Affaires étrangères, un certain Mohammad Zarif, l'homme de la coopération avec les États-Unis contre les talibans en 2001. I believe this is a historic moment. We are reaching an agreement that is not perfect for anybody, but it is what we could accomplish, and it is an important achievement for all of us. Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
l'Iran accepte de limiter son programme d'enrichissement d'uranium à la seule dimension civile et renonce à la bombe. En échange, il obtient la levée progressive des sanctions qui asphyxiaient son économie. Pour la grande majorité des Iraniens, cet accord soulève un immense espoir. Leur pays peut enfin entrer dans la mondialisation. Pour Netanyahou, c'est un désastre. Renforcée et légitimée, la République islamique est maintenant incontournable au Moyen-Orient. Et Israël plus isolé que jamais. Mais cette dynamique nouvelle entre l'Iran et les États-Unis n'aura été qu'une courte parenthèse. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Cette décision du président Trump constitue une nouvelle étape de la longue histoire des relations entre l'Iran d'une part et les États-Unis et Israël d'autre part. Depuis l'avènement de la République islamique en 1979, la guerre n'a finalement pas éclaté entre Washington et Téhéran. Mais le dialogue ne s'est pas imposé non plus. Les deux ennemis ont toujours échoué à dépasser leurs différends historiques et à se considérer comme de véritables interlocuteurs. De son côté, Israël perçoit l'Iran comme une menace chaque jour plus radicale, plus mortelle. Tant que la théocratie chiite ne reconnaîtra pas l'État hébreu, rien ne sera possible. Alors depuis plus de 40 ans, c'est un état de guerre qui s'est imposé. Depuis plus de 40 ans, la logique mortifère de l'affrontement, le mépris de l'altérité, l'exhortation à la haine l'ont toujours emporté. Comme si la désintégration devait être la règle. Comme si des fronts multiples devaient apparaître sans cesse et empêcher, toujours, les logiques d'ouverture et de paix de l'emporter.